1 heure avant le mariage, mon fiancé m'a laissé un message vocal, mon ex m'a appelé, j'ai des doutes. Ma réponse, comme tu veux. Devant l'hôtel, je diffuse son message à tous et trinque à ma liberté, pendant qu'il me supplie en panique de m'arrêter. Je m'appelle Mélina Madeleine Cartier et j'ai 32 ans. Je suis assise dans la salle de bal vide de ce qui devait être ma réception de mariage. Ce type de salle dont les gens rêvent pendant des années et qui le regrettent exactement un jour. Le quatuor à cordes s'est fait ses adieux il y a 1 heure. Les traiteurs emballent les restes du festin qui iront probablement à une œuvre de charité demain. Et je bois mon 3e verre du champagne très cher qu'Édouard, mon ex-fiancé, avait insisté pour que nous ouvrions, car c'était une nuit unique. C'est drôle comme il avait raison, juste pas de la manière dont il l'entendait. Il y a 3 heures, j'étais dans la suite nuptiale, essayant d'ajuster une bretelle qui ne cessait de se tordre et me fixant comme si j'essayais de mémoriser mon propre visage. Mes mains étaient moites, et j'avais ce mélange spécifique de terreur pure et d'excitation folle dont tout le monde parle, celui qui vous fait rire et donne envie de vomir en même temps. Mon téléphone a vibré sur la coiffeuse. Une notification a illuminé l'écran. Un message vocal d'Édouard. Pas un SMS, un message vocal. 1 heure avant la cérémonie, mon estomac a plongé si fort que j'ai eu l'impression que mon corps avait oublié où était le sol. On ne laisse pas de message vocal 1 heure avant un mariage à moins que quelqu'un ne soit mort ou mourant, ou que vous soyez sur le point de détruire quelque chose d'important. Benoît, mon meilleur ami depuis l'université, la personne qui m'a vu pleurer dans les toilettes des aéroports et célébrer dans des petits restaurants bon marché, a levé les yeux de ses gribouillis sur sa boutonnière et a immédiatement vu la couleur quitter mon visage. Mélina, a-t-il demandé, s'approchant déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne pouvais pas parler. Mes doigts semblaient épais et maladroits alors que je tâtonnais avec le téléphone et que j'appuyais sur haut-parleur parce que je ne me faisais pas confiance pour le tenir à mon oreille. Je ne me faisais pas confiance pour ne pas le laisser tomber ou le lancer. La voix d'Édouard a rempli la pièce, étrangement lointaine. Répétée comme s'il avait enregistré 2 fois et choisi la prise où il paraissait le moins coupable. Mélina. Salut. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'air a changé. La pièce est devenue plus petite. Sabrina m'a appelé. Son ex-petite amie, le chapitre toxique qu'il avait juré, avoir refermé depuis 5 ans. Celle qu'il décrivait avec ce sourire pincé qui signifiait « ne m'en parle pas ». Celle dont il ne prononçait jamais le nom à moins que je ne le prononce en premier. Elle m'a dit que j'avais fait une erreur, a continué Édouard, trébuchant sur les mots comme s'il les avait pratiqués et détestait toujours le goût. Qu'elle m'aime encore et que j'ai des doutes. Mon corps est devenu froid, commençant par mes mains, rampant le long de mes bras comme de l'eau glacée. Je suis vraiment désolé, a-t-il dit, et ses excuses sonnaient comme un document administratif. Je ne peux pas faire ça. Je suis chez ma mère. Le message vocal s'est terminé par un petit clic. Le silence qui a suivi n'était pas un silence normal. C'était celui qui vous presse les oreilles jusqu'à ce que vous entendiez votre propre sang circuler. Benoît a juré à voix basse et a commencé à faire les 100 pas, entrant immédiatement dans la logistique comme s'il pouvait gérer ça avec une liste de contrôle. On peut appeler le responsable du lieu, a-t-il dit rapidement. On peut arrêter les invités à la porte. On peut. Mélina, tu n'es pas obligée. Mais je ne pouvais pas bouger. Pendant une bonne minute, tout ce que je pouvais ressentir était un sifflement aigu, le monde se rétrécissant comme si je regardais à travers un tunnel. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même pas de la rage. C'était un choc physique violent, celui qui vous fait vous sentir vide et lourd en même temps. Et puis, à travers le brouillard, quelque chose d'autre a fait surface. Pas de la chaleur, pas des larmes. De la clarté. Une clarté froide et dure qui n'a pas seulement actionné un interrupteur. Elle l'a brisé. Toutes les petites bizarreries des derniers mois sont remontées comme si elles attendaient ce moment exact pour prendre un sens. Les appels téléphoniques secrets qu'il prenait dans l'autre pièce, tournant le dos comme s'il protégeait l'écran de son corps. Les sorties nocturnes soudaines qui étaient toujours vagues sur les détails. La façon dont il avait commencé à sourire pour rien, puis à me réprimander pour avoir demandé ce qui était si drôle. La distance dans ses yeux quand je parlais de notre avenir comme si c'était déjà écrit. Ce n'était pas le stress du mariage. C'était une vie parallèle que je n'avais pas vue. La pièce du puzzle ne s'était pas seulement emboîtée.
Elle avait révélé le fait que j'avais travaillé sur un puzzle complètement différent depuis le début. J'ai regardé Benoît. Quand j'ai parlé, ma voix m'a semblé étrange, comme si elle appartenait à quelqu'un qui ne s'éraflait pas facilement. Dis à mes parents ce qui s'est passé, ai-je dit. Mais ne le dis à personne d'autre. Benoît s'est arrêté en plein milieu de son pas. Mélina, le mariage est toujours maintenu. Il m'a regardé, la bouche entr'ouverte comme si j'avais parlé une autre langue. Est-ce que tu vas bien, a-t-il demandé, plus doucement maintenant, comme s'il craignait qu'un mot fort ne me fêlât en deux. De quoi tu parles? Je vais bien, ai-je menti. Je n'allais pas bien. J'étais une femme debout sur une trappe qu'il venait d'ouvrir, et mon seul choix était de tomber tranquillement ou de faire un bruit terrible en chemin. J'ai choisi le bruit. J'ai envoyé un SMS à Édouard avec une réponse simple. Le genre qui ne donne à l'autre rien à quoi s'accrocher, rien à tordre en une histoire plus tard. Comme vous voudrez. Puis j'ai éteint mon téléphone. La robe semblait plus lourde tandis que je marchais, comme si le tissu savait qu'il avait perdu sa raison d'être et me punissait pour cela. Le couloir menant à l'espace de cérémonie sentait le lys et les bougies coûteuses. Tout semblait parfait, trop parfait, comme un décor de théâtre. Lorsque je suis apparu devant cet hôtel magnifiquement décoré, 200 invités ont tourné leur visage vers moi avec des sourires déjà préparés. L'allée scintillait d'une lumière douce. La musique a gonflé. Au premier rang, les parents d'Édouard, David et Marie, rayonnaient, fiers, élégants, le genre de couple qui semblait appartenir à des photographies encadrées dans le hall d'un club de campagne. Pendant une seconde, une vague de nausée m'a frappé si fort que j'ai dû resserrer ma prise sur le bouquet juste pour garder mes mains stables. Je pouvais annuler. Je pouvais annoncer une urgence familiale. Je pouvais les protéger de la mauvaise image. Mais cela signifierait que je porterais la honte silencieuse. Je serais celle qui avalerait les questions, les murmures, les regards suspicieux des gens qui penseraient qu'elle a dû faire quelque chose. Leur fardeau serait caché. Non, absolument pas. J'ai atteint l'officiant, lui ai serré la main et j'ai pris le microphone avec des doigts qui tremblaient juste assez pour me rappeler que j'étais toujours humaine. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé. Ma voix était tendue, mais égale. J'ai une brève annonce. La salle a changé, les sourires ont vacillé. Quelques personnes ont ri nerveusement comme si c'était une blague qui allait se résoudre d'elle-même. Malheureusement, ai-je continué, Édouard ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Une vague de halètement a parcouru la foule comme le vent dans les hautes herbes. Marie a commencé à se lever, une expression de confusion performative sur son visage, façonnant déjà le premier mensonge. J'ai levé une main avant qu'elle ne puisse parler. Il a eu la gentillesse de me faire part de sa décision il y a 1 heure. Le visage de Marie s'est figé dans cette fraction de seconde entre le quoi et le comment osez-vous. J'ai continué, en croisant le regard de David parce qu'il ressemblait au genre de personne qui pense que le contact visuel est une forme de contrôle. En fait, je pense qu'il est préférable de l'entendre de sa propre bouche, ai-je dit, la voix maintenant ferme, pour qu'il n'y ait aucune confusion, aucun murmure. J'ai porté mon téléphone jusqu'au microphone et j'ai joué le message vocal. La voix d'Édouard a de nouveau rempli la pièce. Fine, répétée, lâche. Les mots, Sabrina m'a appelé, ont flotté comme un encens empoisonné. La phrase, j'ai des doutes, a atterri comme une gifle qu'on ne peut pas reprendre. Le silence qui a suivi est devenu une présence physique, lourd, absolue. Le visage de Marie est passé de la confusion à une rage écarlate, puis à un blanc horrifié et stupéfait. David avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine avec un fait qu'il ne pouvait pas acheter. J'ai vu la main de ma mère se porter à sa bouche. J'ai vu les épaules de mon père se raidir comme s'il se préparait à me rattraper. De l'autre côté de l'allée, ma grand-tante Caroline me regardait avec de grands yeux désapprobateurs, comme si j'avais commis le péché social le plus grave. Peut-être que dans son monde, c'était le cas. Dans son monde, les femmes avalaient l'humiliation et appelaient cela de la grâce. Lorsque le message vocal s'est terminé, j'ai rangé mon téléphone. J'ai levé mon verre. J'avais demandé un verre au personnel de la restauration avant de sortir, et les yeux du serveur étaient pleins de pitié que je refusais d'accepter. Alors, ai-je dit, et ma voix a finalement cessé de trembler. À des développements inattendus et à ma liberté nouvellement acquise. J'ai pris une longue et lente gorgée de champagne. Le bar est ouvert, ai-je ajouté, me tournant légèrement pour que ma voix porte. La nourriture est payée.
Veuillez profiter de la fête. Célébrez avec moi. Puis je suis descendu de l'hôtel et j'ai marché droit vers le bar comme si l'allée était un podium. Et la seule chose qui me tenait droite était la pure rancune. Lorsque j'ai rallumé mon téléphone, il a commencé à vibrer sans cesse dans ma paume. Message vocal après message vocal illuminant l'écran. Mélina, s'il te plaît, arrête. Appelle-moi maintenant. Tu es en train de ruiner ma vie. Ma vie? Une perspective intéressante. Le côté d'Édouard de l'allée s'est vidé en environ 5 minutes. Une retraite silencieuse et précipitée menée par ses parents, visiblement furieux, qui n'ont même pas jeté un regard sur moi comme si j'étais une personne. Juste un problème. Mon côté est resté. Benoît et mon père m'ont tapé sur l'épaule, leur visage sombre mais solide. Ma mère m'a serré dans ses bras comme si elle pouvait me recoudre avec ses bras. Et maintenant, des heures plus tard, je suis toujours là, buvant du champagne cher et essayant d'ignorer le tremblement de mes mains. Je ne sais pas si ce que j'ai fait était courageux ou mesquin ou les deux. Mais pour la première fois depuis des mois, l'air n'est pas épais de mensonges non dits. Le soutien sur mon message original a été une bouée de sauvetage. Lire des inconnus me dire que je n'étais pas folle, que je n'étais pas trop, que je n'étais pas la méchante dans la réécriture de quelqu'un d'autre. Cela m'a aidé à respirer à nouveau. Mais les choses ne se sont pas calmées. Elles se sont aggravées. La nuit du mariage a été un flou surréaliste. Mes gens se sont ralliés autour de moi et pendant quelques heures, cela a presque ressemblé à une étrange célébration lourde de Vessie, avec le fantôme d'un avenir planifié jusqu'au pli des serviettes. Les gens ont dansé quand même. Les gens ont mangé quand même. Ils ont essayé de faire de la joie à partir des décombres. Le départ de la famille d'Édouard a été suivi d'un barrage de venin. Au moment où je suis rentré, j'avais 47 appels manqués et 22 messages vocaux d'Édouard. Une douzaine d'autres de sa mère, Marie. Je ne les ai pas écoutés. Je n'avais pas besoin de leur version des faits tournoyant dans mon crâne à 3 heures du matin. Je les ai sauvegardés dans un dossier. Preuve. C'est ce que c'est devenu dès qu'ils ont essayé de faire de moi le problème. Le vrai plaisir a commencé le lendemain. J'étais chez mes parents, toujours avec le mascara de la veille, assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes parce que mon cerveau avait besoin d'une liste pour s'accrocher. Appeler le lieu, confirmer les remboursements, annuler le bloc d'hôtel, dire à ma tante Caroline d'arrêter d'appeler tout l'arbre généalogique. Ma mère préparait du café comme si la caféine pouvait réparer une trahison. Puis il y a eu un coup. Pas un coup poli. Un coup ferme et confiant, comme si celui qui était de l'autre côté croyait avoir le droit d'être là. Mon père, un homme qui valorise la vie privée comme une religion, est allé à la porte. J'ai entendu des voix basses et tendues avant même de voir qui que ce soit. Quand je me suis levé et que j'ai marché vers l'entrée, j'ai trouvé David sur notre porche. Le père d'Édouard avait exactement l'air qu'il avait toujours eu, manteau coûteux, posture parfaite, un visage entraîné à afficher de la sollicitude sans jamais la ressentir réellement. Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. David utilisait ce ton contrôlé de requin de la finance, celui qui vient avec des dents souriantes et des menaces voilées. « Monsieur Cartier », a-t-il dit à mon père, la voix lisse comme du verre. Nous devons discuter de ce que votre fille a fait hier soir. La mâchoire de mon père s'est serrée. David, ce n'est pas le moment. C'est précisément le moment, a répondu David, comme si le temps lui appartenait. Mélina a publiquement et malicieusement humilié mon fils et notre famille. Elle n'avait pas le droit d'utiliser un message tous privé comme une arme devant 200 personnes. Message privé. Mon estomac s'est tordu devant l'audace. Le message vocal d'Édouard n'était pas une confession privée. C'était une explosion qu'il avait déclenchée et il s'attendait à ce que je m'éloigne tranquillement. David a continué, sans même me regarder encore. Il y a des conséquences pour ce genre de spectacle. La voix de mon père était comme une porte qui se verrouille. Quelles conséquences? David a finalement tourné ses yeux vers moi. Ils étaient froids, évaluant comme on regarde un concurrent de l'autre côté d'une table de conseil d'administration. Les conséquences financières, a-t-il dit. Nous attendons un remboursement. Ma mère a émis un son, mi-rire, mi-étouffement. Un remboursement pourquoi? Le regard de David n'a pas vacillé. Pour nos pertes. Il a sorti un dossier de sous son bras, net et organisé, comme s'il s'agissait d'une négociation de routine,
comme s'il n'avait pas élevé un fils qui a fait exploser ma vie 1 heure avant le mariage. Voici la ventilation, a-t-il dit en tapotant le dossier. Vous et votre famille avez payé pour le lieu, la restauration, l'orchestre et le bar à volonté. Environ 40 000 euros, si je comprends bien. Édouard et nous avons payé pour son costume, les fleurs et le photographe. Environ 8 000 euros. Je l'ai regardé fixement. Les mots n'ont pas fait mouche immédiatement parce que mon cerveau continuait d'essayer de les rejeter comme impossible. Vous voulez que ai-je dit lentement, vous rembourse parce qu'Édouard m'a quitté. La bouche de David a tressailli en quelque chose qui aurait pu passer pour de la sympathie dans une pièce moins intelligente. Parce que vous avez transformé une affaire privée en cirque public. Vous avez causé une détresse émotionnelle. Vous avez nui à des réputations. Vous avez agi avec préméditation. Mon père a fait une longue pause, le regardant simplement. Puis il a dit, calme et létal. David, la seule chose que vous devriez faire maintenant, c'est partir. Le sourire de David s'est estompé. Si vous refusez de régler cela à l'amiable, nous explorerons des voies plus formelles. Voix formelle, a répété ma mère, la voix s'élevant. Votre fils a abandonné ma fille 1 heure avant son mariage, et vous nous menacez? David a fait glisser le dossier légèrement en avant comme s'il s'attendait à ce que nous le touchions et devenions complices. C'est un petit prix à payer pour la détresse émotionnelle et la diffamation publique que votre fille a causée. Cela empêchera toute escalade ultérieure. J'ai senti quelque chose se figer dans ma poitrine. Pas mon cœur. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui croyait autrefois à la décence. Parce que c'était là, clair comme du cristal. Ils n'étaient pas désolés. Ils n'avaient pas honte. Ils étaient furieux que le plan d'évasion d'Édouard ait été bâclé. Ils étaient en colère d'avoir mauvaise apparence. David est parti 2 minutes plus tard, non pas parce qu'on l'avait raisonné, mais parce que le silence de mon père lui avait fait comprendre qu'il n'était pas aux commandes ici. 1 heure après son départ, un courriel est arrivé dans ma boîte de réception. Formulé professionnellement, détaillé, avec des reçus scannés joints, 8 250 euros. Il ressemblait à la facture d'un hôtel. Et la dernière ligne, mon Dieu, la dernière ligne disait quelque chose comme « Considérez ce geste de bonne volonté qui nous évitera de poursuivre des recours légaux supplémentaires ». Je suis resté assise à fixer mon ordinateur portable, ressentant le genre de colère qui ne brûle pas fort, elle brûle froid. Cet après-midi-là, Édouard a appelé depuis un numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre, mais mon cerveau d'avocate, mon cerveau de survie, m'a dit que j'avais besoin d'entendre ce qu'il dirait, de connaître l'histoire qu'il essayait de construire. Alors, j'ai décroché. Finalement, il a craqué. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Sa voix était stridente d'indignation, pas de remords, comme si j'avais griffé sa voiture au lieu d'exposer sa trahison. Les amis de mes parents étaient là, a-t-il sifflé. Mes cousins, tout le monde a entendu ce message vocal. Tout le monde. Vous voulez dire le message vocal que vous m'avez laissé, ai-je dit. Vous n'étiez pas obligé de le jouer, a-t-il crié. Vous auriez pu dire qu'il était malade. Vous auriez pu inventer quelque chose. Et voilà. Il voulait que je le sauve. Il voulait que je protège son image pendant qu'il détruisait ma vie. Tu m'as fait passer pour un fou, a-t-il continué, respirant lourdement. Tu as fait de moi une blague. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé sa rage s'épuiser. J'ai écouté comme si je regardais une tempête à travers une fenêtre. Puis il a dit la phrase qui m'a figé. Sabrina ne me parle même plus maintenant. Édouard a craché. Elle dit que c'est trop de drame. Elle pense que je suis instable. C'est moi qu'elle blâme. J'ai cligné des yeux lentement. C'était la partie qui a fait mouche. Sabrina, la grande chance romantique pour laquelle il avait fait couler nos vies, reculait déjà des débris qu'elle avait aidé à créer. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'impulsion, de l'ego, un fantasme, et maintenant il y avait des conséquences, et ce n'était plus amusant. Tu aurais pu gérer ça en privé, a dit Édouard, sa voix se brisant en quelque chose de proche des larmes, mais dégoulinant toujours d'accusations. Tu devais en faire un spectacle. Tu devais être la victime. J'ai finalement parlé. Tu as fait ton choix, ai-je dit, calme comme la glace. 1 heure avant le mariage, j'ai fait le mien. Il a essayé de m'interrompre, mais je l'ai coupé.
Vous n'avez pas le droit de contrôler les conséquences de vos propres actions, ai-je continué. Transmettez mes salutations à votre père et dites-lui que mon avocat vous contactera. Votre avocat? Édouard a ricané comme si j'en faisais trop. Je ne lui ai pas répondu. J'ai raccroché. Et puis la publication a commencé. D'abord vague, son cousin postant sur les femmes toxiques et les faux récits. Quelqu'un d'autre partageant une citation graphique sur la survie aux abus émotionnels. Puis la petite amie de son meilleur ami, quelqu'un que j'avais serré dans mes bras à notre fête de fiançailles, a publié une longue histoire détaillée sur la façon dont Édouard était malheureux depuis des mois, comment il était terrifié, comment j'avais été contrôlante et émotionnellement instable. Ils ont utilisé le mot abus. Ils essayaient de réécrire l'histoire en temps réel pour me dépeindre comme la fiancée instable qui avait fait fuir Édouard. Ils pensaient que c'était un jeu sur les réseaux sociaux. Ils ne comprenaient pas qu'ils venaient de me donner les munitions dont j'avais besoin, car il y a une différence entre les ragots et une accusation écrite. Et une fois que vous mettez quelque chose par écrit, cela cesse d'être du drame. Cela devient un problème juridique. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur de bureau. Je l'ai nommé comme celui de mon téléphone, preuve. Et en enregistrant capture d'écran après capture d'écran, j'ai réalisé quelque chose qui a fait hérisser mes poils. Édouard n'était pas seulement parti. Il avait prévu de partir. Le message vocal n'était pas de la panique. C'était un script. Et Sabrina n'était pas le début. Elle n'était qu'une excuse. Les choses ont changé au moment où j'ai cessé de réagir émotionnellement et que j'ai commencé à penser stratégiquement. Au 3e jour après le mariage, ce n'était plus le cas. Je n'étais pas seulement le cœur brisé. J'étais méthodique. Mon oncle m'a recommandé une avocate, une femme nommée Maître Albright. Il la décrivait comme un bulldog en talons. Lorsque je suis entré dans son bureau, portant un dossier en cuir bourré d'imprimés, de captures d'écran et d'une clé USB pleine de messages vocaux, elle n'a pas souri avec sympathie. Elle a écouté. Vraiment écouté. Je lui ai tout raconté, du message vocal à la performance de David sur le Porsche, jusqu'aux accusations sur les réseaux sociaux qui me dépeignaient comme une fiancée manipulatrice qui avait poussé Édouard à s'enfuir. Quand j'ai eu fini, elle a retiré ses lunettes lentement et a dit, « Ils sont arrogants et négligents. » J'ai cligné des yeux. « C'est une bonne chose pour nous », a-t-elle ajouté calmement. Les gens arrogants mettent les choses par écrit. Elle a étalé les documents sur son bureau comme si elle disposait des pièces d'échecs. Premièrement, a-t-elle dit en tapotant l'email de David. Nous répondons à ceci. Sa réponse fut chirurgicale. Elle a poliment refusé sa demande de 8 250 €, puis a exposé dans des détails contractuels douloureux comment la décision d'Édouard d'annuler 1 heure avant la cérémonie constituait une rupture qui entraînait plus de 40 000 € de pertes non remboursables pour moi et ma famille. Le ton n'était pas émotionnel. Il était corporatif. Puis elle a rédigé quelque chose de bien plus important. Une lettre de mise en demeure. Elle a été envoyée à David, à Marie, à Édouard, au cousin, à la petite amie du meilleur ami, qui avait utilisé le mot abus comme un adjectif désinvolte. La lettre énumérait explicitement leurs déclarations diffamatoires et exigeait leur suppression immédiate sous 48 heures. Elle indiquait notre intention de poursuivre une action en diffamation demandant des dommages et intérêts s'ils ne se conformaient pas. Et puis vint la phrase qui m'a redressé. Durant la phase de production de preuves, a dicté Maître Albright froidement. Nous assignerons les relevés téléphoniques d'Édouard et de Sabrina pour établir une chronologie claire des communications précédant le mariage. Elle m'a regardé. S'ils veulent prétendre qu'il s'est enfui pour sa sécurité, a-t-elle dit, nous montrerons exactement depuis combien de temps il coordonnait avec son ex-petite amie. Mon pouls battait car je soupçonnais déjà que ce n'était pas un seul appel. C'était des mois. Les lettres ont été envoyées. En 24 heures, les publications sur les réseaux sociaux avaient disparu. Supprimées, effacées, silencieuses. Mais David, fidèle à lui-même, n'a pas cédé avec grâce. Son avocat a appelé Maître Albright. Il y a eu des fanfaronnades. Il y a eu des menaces de contre-attaque pour humiliation publique. Il y a eu une tentative de soutenir que les déclarations sur les réseaux sociaux étaient des opinions. Maître Albright n'a pas scié. Qualifier quelqu'un d'abuseur, leur a-t-elle dit, n'est pas une opinion. C'est une affirmation factuelle, et vos clients l'ont faite par écrit. Nous sommes très désireux de passer à la production de preuves. Production de preuves.
Ce mot a fait plus de dégâts que tout ce que j'aurais pu dire publiquement, car la production de preuves allait tout mettre en lumière. Relevé téléphonique, message, calendrier, Sabrina. Et c'est là que j'ai fait quelque chose pour moi. Pas par vengeance, mais pour la clarté. Le nom était logé dans ma poitrine comme une écharde. Sabrina. J'ai fait des recherches de base. Rien d'illégal, rien d'envahissant, juste des miettes de pain sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas difficile. Une connaissance mutuelle, acculée et mal à l'aise, a finalement admis ce que je savais déjà. Ce n'était pas un appel. Édouard voyait Sabrina depuis au moins 3 mois. 3 mois. Pendant qu'il goûtait les échantillons de gâteaux avec moi, pendant qu'il révisait les plans de table, pendant qu'il était allongé à côté de moi, chuchotant des plans de lune de miel. Puis est venu le détail qui a complètement changé la température de la pièce. Sabrina était mariée à un pédiatre. Son profil professionnel était facile à trouver. Photo de profil souriante, diplôme, récompense communautaire, photo lors de courses caritatives, photo avec 2 jeunes enfants. J'ai regardé les images pendant un long moment. Il y a un certain type de nausée qui vient de réaliser que votre douleur n'est pas isolée. Que quelque part, quelqu'un d'autre vit dans le même mensonge. J'ai eu la nausée en pensant aux enfants. Dommages collatéraux dans une guerre dont ils ne savaient pas qu'elle existait. Mais la vérité n'en devenait pas moins vraie parce qu'elle faisait mal. Leur choix avait créé cela. Pas les miens. Je suis resté assise à mon bureau pendant près d'1 heure avant d'ouvrir un courriel vierge. J'ai créé un compte jetable. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Je l'ai gardé stérile, clinique. Je suis la femme que le partenaire d'infidélité de votre femme était censé épouser samedi dernier. Je crois que vous méritez de connaître la nature de leur relation continue. 6 juin se trouve un message vocal qu'il m'a laissé le jour de notre mariage faisant référence à elle par son nom. Pas d'insultes, pas de commentaires, juste des informations et le fichier audio. J'ai fixé le bouton d'envoi. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la lumière. J'ai appuyé sur envoyer. Le moment d'après fut étrangement silencieux. Pas de feu d'artifice, pas de musique dramatique, juste ma propre respiration. Pour la première fois depuis cette suite nuptiale, je n'avais pas l'impression de me précipiter pour rattraper la trahison de quelqu'un d'autre. Je me sentais stable. 2 jours plus tard, Maître Albright a appelé. Ils veulent trouver un accord, a-t-elle dit. Bien sûr qu'ils le voulaient, parce que la menace de la production de preuves ne concernait plus seulement moi. Il s'agissait d'Édouard, de Sabrina, de citations à comparaître et de dépositions et de témoignages sous serment, de chronologie qui exposerait le chevauchement de plusieurs mois. La confiance corporative de David s'était évaporée dès qu'il avait compris à quel point cela pouvait devenir désordonné. La négociation n'impliquait pas d'excuses. Elle n'impliquait pas de larmes. Elle impliquait des papiers. Ils ont accepté de signer un accord de non-dénigrement juridiquement contraignant, empêchant Édouard et sa famille de parler ou d'écrire sur moi publiquement, jamais plus. En retour, nous n'allions pas poursuivre l'action en diffamation. Mais il y avait une autre clause. Il paierait directement le solde impayé de 15 000 € que nous devions encore au lieu, le coût non remboursable le plus important. L'argent ne toucherait jamais mes mains. Il servirait directement à effacer la dette. Ce n'était pas un remboursement. C'était la responsabilité, une solution corporative à un désastre personnel. Et c'était ce qui se rapprochait le plus de la justice que cette situation pouvait produire. Lorsque j'ai raccroché après avoir signé les documents finaux, je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie fatiguée. Propre, mais fatiguée. 1 semaine plus tard, j'ai appris par la même connaissance mutuelle que le mari de Sabrina avait demandé le divorce. Rapidement, silencieusement, efficacement. Apparemment, il avait géré cela comme les chirurgiens gèrent les incisions, précis et définitif. Édouard, m'a-t-on dit, était en chute libre. Sabrina ne se tenait pas à ses côtés. David et Marie n'étaient pas furieux à cause de la trahison. Ils étaient furieux à cause de l'humiliation, du coup, des apparences. Édouard avait fait exploser non seulement ma vie, mais la leur aussi. Et soudain, il n'avait plus l'air d'être le soleil doré. J'aimerais pouvoir dire que cela m'a procuré de la satisfaction. Ça n'a pas été le cas. Cela m'a apporté une confirmation. Les actions ont des conséquences. Et maintenant,
Je suis assise dans mon appartement. Robe de mariée retournée. Contrat clos. Le mot fiancé effacé de mon vocabulaire. Je ne suis pas guéri. Il y a des matins où je me réveille et la colère est toujours là, comme un charbon ardent que j'ai oublié d'éteindre. Il y a des nuits où l'humiliation revient, rejouant l'allée, les halètements, le regard sur le visage de ma mère. La confiance n'est pas quelque chose que l'on reconstruit en une semaine. Mais voici ce que je sais. Le toast que j'ai porté ce jour-là aux développements inattendus et à la liberté nouvellement acquise était impulsif, amer, tranchant. Mais c'était aussi vrai. Je suis libre. Libre des mensonges. Libre de la vie parallèle que j'ignorais mener. C'est une sorte de liberté solitaire. Une liberté tranquille. La semaine prochaine, je pars pour un voyage en solo que j'ai réservé avec les quelques économies qui me restent. Pas une tournée de la victoire. Une retraite. Un endroit où personne ne connaît mon histoire. Où je ne suis pas la mariée qui a été quittée. Juste une femme avec un sac à dos et un passeport. Faire mes valises est différent cette fois. Pas comme préparer une lune de miel. Comme se préparer à l'air. À l'espace. À reconstruire quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Je ne sais pas ce qui vient ensuite. Mais je sais ceci. Si quelqu'un essaie à nouveau de réécrire ma vie, je n'hésiterai pas à allumer.